mardi 12 mars. Aujourd'hui à l'émission, on parle de maladies neurocognitives et on commence avec un bel organisme, Solidarité de l'Ange Gardien. Bienvenue à Studio Libre. Saviez-vous qu'il existe un organisme pour aider les aînés à faire leurs petits travaux ici et là et aussi en même temps leur tenir un peu compagnie par le fait même? Donc, on va en parler de Solidarité de l'Ange Gardien avec la directrice générale, Annick Gascon. Bonjour. Bonjour. Et je disais, on se dit hors d'onde un peu, moi quand je pense à l'Ange Gardien, je pense à un ange gardien. Et puis disons que Solidarité de l'Ange Gardien, mais c'est un peu ce principe-là, si on veut, si on étire un peu, pour aider les aînés à demeurer chez eux. Oui, effectivement, c'est un peu dans le nom de Solidarité de l'Ange Gardien, on se cachera pas, vient aussi avec la municipalité de l'Ange Gardien, évidemment. Mais aussi, c'est dans la même direction que tu viens de nommer, que oui, effectivement, on est les anges gardiens un peu de nos aînés aussi. Les travaux qu'on effectue, c'est des menus travaux. C'est un service d'aide qu'on offre. Donc, c'est pas... On n'est pas une compagnie, on n'est pas des experts. On est là pour venir soutenir nos aînés. Autant que ça peut être quelqu'un qui est en convalescence ou quelqu'un qui aide proche aidant. Oui. Donc, on est là pour ces gens-là aussi. On est sur le territoire actuellement de l'Ange Gardien. On piétine un peu aussi vers Buckingham et la Basse-Lièvre. Mais, tu sais, c'est un organisme qui fonctionne aussi avec des bénévoles. Oui. Donc, si on n'a pas de bénévoles, on peut pas fonctionner. Donc, c'est pour ça qu'on essaie aussi de pas trop s'étaler dans l'Outaouais parce que vers la Basse-Lièvre, parce qu'on n'a pas assez de bénévoles. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, on est ici pour interpeller un peu. On a besoin de bénévoles, ceux qui veulent participer, puis on est une équipe extraordinaire. On a des bénévoles qui sont à coche, puis c'est le cœur de Solidarité de l'Ange Gardien. Si on les aurait pas, on pourrait pas exister actuellement. Et aussi, écoutez, les menus travaux qu'on offre, c'est la tonte de pelouse, le weed eater, ça va être le jardinage, ça va être autant ça peut être corder du bois, le remisage des meubles patios pendant l'été, l'hiver, quand on les ressort, on les rentre. On offre une panoplie de beaux services qui fait partie là, de nos services d'aide. Là. Et de tout ce qu'on a besoin de faire dans une année. Ça paraît pas pour rester à la maison. Et puis, c'est drôle parce que j'écoutais Tout le monde en parle dimanche. Et puis, c'était tout le monde dans le même sens. Jeannette Bertrand, Pauline Marois disaient, ce qui marche pas dans le système de santé, c'est qu'on n'aide pas les aînés à rester chez eux puis à faire leurs choses. Donc, c'est un peu dans la même direction. Vous en allez avec... Que ce soit, souvent, on se dit, avec l'âge, c'est plus difficile. Exemple, on parlait de tondre le gazon. Et surtout, à l'Ange Gardien, vous avez quand même des terrains qui sont beaucoup plus grands que la majorité des autres villes. Je pense à Gatineau, il y a des petits terrains. Et puis... mais là, vous avez des terrains parfois qui se comptent en acres. C'est un petit peu plus difficile. Là. C'est difficile. Puis comme tu le mentionnais tantôt aussi, l'objectif de Solidarité de l'Ange Gardien, c'est justement de faire plusieurs services aide-moi partout dans la province de Québec. On veut être reconnu, on veut justement parce que c'est un service d'aide qui est là pour garder nos aînés le plus longtemps possible à leur domicile. C'est ça l'objectif premier, parce qu'on le sait avec la pandémie, qu'est-ce qui est arrivé vis-à-vis les RPA, et etc. Donc, tu sais, puis c'est ça, aujourd'hui, on se rend compte que les gens veulent rester chez eux. Les gens veulent demeurer à la maison, veulent pas quitter leur domicile. Puis si nous, on peut ajouter un plus à ça, écoute, tout le monde est gagnant. Là. Puis je pense que c'est ça qui est hyper important aussi. Puis on crée des liens avec nos aînés. On crée des liens de sécurité. On crée des liens on est peut-être leur seule visite dans leur semaine. On est là, tu sais, comme il y en a pour qui que ils voient pas personne. Des fois, on fait des fois, juste de nous appeler pour avoir nos services, ça fait déjà un contact humain. Tu sais, c'est le contact humain. On amène
une plus-value, je dirais, à rester à la maison. Oui. Parce que, bon, quand on voit souvent les travaux qu'il y a à faire autour de la maison, on se dit, oh mon Dieu Seigneur, est-ce que je vais y arriver? Oui. Puis souvent, bon, j'en parlais avec mon père qui commence à avoir de l'âge, 71 ans, et puis il me disait, tu sais, dans la tête, on est toujours un kid de 20 ans. On a toujours cette fougue-là. On veut le faire. C'est pas le vouloir. Souvent, c'est le pouvoir. Et puis, on se rend compte que, le corps suit pas ou on en fait beaucoup moins. Puis, à un moment donné, là, il pleut, il fait ça, il y a des... Donc, l'hiver est un peu plus tardif. Donc là, on se dit, là, j'ai encore des choses, puis j'aurai pas assez de temps pour le faire. Mais c'est là que vous intervenez. Exact. Puis c'est là que je comprends absolument le but, puis l'intérêt aussi des bénévoles, mais on va en parler justement. Vous avez dit que ça prenait beaucoup de bénévoles. Oui. Vous en avez combien, puis est-ce que ça se recrute bien des bénévoles pour Solidarité de l'Ange Gardien? Actuellement, on a 12 bénévoles actifs sur le terrain. Le recrutement est très difficile, puis je pense que c'est pas juste pour notre organisme que c'est difficile, je pense que c'est la réalité de tous les organismes. C'est très difficile de recruter des bénévoles. Souvent, les gens, ce qui répondent, c'est un manque de temps, c'est des jeunes familles. Fait que c'est un peu plus difficile, mais on est encore choyé d'avoir des bénévoles actifs avec nous en ce moment parce que, justement, c'est des retraités, semi-retraités qui viennent donner des coups de main. On a aussi nos jeunes étudiants. Hein? L'été, on emploie des jeunes étudiants. C'est le noyau. Si on n'a pas nos bénévoles, on peut pas être là. Oui, effectivement. Puis, on fait justement, l'objectif aussi aujourd'hui, c'est de parler de notre organisme puis de nos services, mais autant pour venir recruter des bénévoles. Puis, écoutez, si vous voulez faire partie de notre équipe incroyable, ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Puis, tu sais, aussi, pour rassurer, on fait aussi des recherches d'antécédents judiciaires, ce qui vient aussi rassurer nos aînés aussi, parce qu'on ne peut pas envoyer... Non, Pierre Jean-Jacques, sans savoir qui est cette personne-là chez les aînés. Surtout, on le sait, avec ce qui se passe présentement, il faut avoir une double sécurité, j'allais même dire triple sécurité. C'est ça. Oui. Puis c'était super important. Puis, tu sais, on offre aussi de la formation quand nos bénévoles arrivent. Quand on veut s'impliquer, si on veut s'impliquer, et puis qu'on se dit, ouais, moi, j'ai pas tant de temps que ça à offrir. Parce que souvent, on se dit, j'ai quelques heures par semaine, mais est-ce qu'on va m'en demander 25? Non. Donc, comment ça fonctionne pour l'attribution des tâches? Bien, écoutez, nous, dans le fond, c'est ça. Si vous avez juste 3 heures par mois à nous offrir, c'est déjà 3 heures pour nous. Puis, tu sais, on y va selon la demande du bénévole aussi. S'il me dit, écoute, Annick, moi, je peux t'offrir 1 heure par semaine, on n'ambitionnera pas. Là, on peut te le demander, mais on n'ambitionnera pas. Si c'est 1 heure, on respecte votre 1 heure de travaux. On n'ira pas plus loin. Donc, à moins que vous dites, finalement, mes disponibilités ont changé. Là, j'aimerais ça pouvoir faire plus d'heures. Là, c'est correct. Mais, tu sais, au minimum 3 heures par mois. Quelqu'un qui veut vraiment nous donner du temps, on va le prendre avec vraiment... Puis c'est pas beaucoup, 3 heures par mois. Là, non, c'est pas beaucoup. Là, ça peut être 1 heure, 1 heure et demie par semaine. C'est ça. Juste pour aider. Oui. Et puis, j'imagine que le bénévole peut dire, regarde-moi, envoie-moi pas sur des travaux de peinture. Je suis pas bon, je vais en mettre partout. Mais je peux faire tel ou tel type de travaux. Est-ce que vous avez aussi une sélection que les gens peuvent faire? Oui, exactement. Puis, je vous rassure, on fait pas de job de peinture. Ah, OK. On fait pas de peinture, on fait pas non plus, on lave pas les vitres, on fait pas les gouttières, on touche pas la toiture non plus, on déneige pas les toitures. C'est toutes des choses qui peuvent mettre à risque un bénévole. Oui. Puis, il faut pas oublier aussi, il faut actuellement, nous utilisons les outils de nos aînés. Donc, quand on va chez eux, c'est leurs outils qu'on utilise. Donc, tu sais, on prend pas de risque des fois avec une échelle qui peut casser ou peu importe. Mais tout ce qui est en hauteur, on le touche pas. Oui, effectivement, tu sais, si le bénévole arrive chez nous et nous dit, Annick,
Moi, je veux pas faire du weed eater, là. Je déteste ça, mais on te respecte, on t'en donnera pas du weed eater à faire, là. Tu sais, on va y aller avec tes forces, puis qu'est-ce qui te passionne? Si tu me dis le jardinage, pour toi, c'est ta passion, ben on va te trouver des gens avec qui qu'on peut te jumeler pour aller faire justement du jardinage, tu sais. Puis on en a beaucoup qui m'ont demandé pendant l'année, pendant l'été. Moi, mon jardinage, je suis plus capable de m'en occuper, j'ai besoin d'aide. Souvent, c'est pas juste que je suis plus capable de le faire, c'est qu'à un moment donné, c'est ça. Tu regardes la dimension, tu dis j'y arrive plus à le faire tout au complet, tout seul. Puis c'est sûr que ça peut être plus motivant aussi d'avoir quelqu'un qui vient nous aider. Parce que, comme je disais, quand on voit l'ampleur de la tâche, on se dit, mon Dieu, dans quoi je me suis embarqué? Oui, puis effectivement, puis c'est ce que je disais tantôt aussi, c'est un service d'aide. On n'est pas là pour accomplir votre tâche, on est là pour vous aider à votre tâche. Puis il y en a qui sont dans l'incapacité, puis ça, c'est respecté. Donc, on va le faire, mais souvent, les gens vont nous accompagner dans le processus. Tu sais, ils vont accompagner le bénévole, ils vont aller jaser, ils vont... tu sais, ça crée un lien de confiance, ça se crée un lien de comme un lien d'appartenance, dans le fond, parce que... Pratiquement d'amitié. Oui, d'amitié, parce que... C'est ça, ça vient chercher tout le côté humain que, comme tantôt je mentionnais, on brise l'isolement. On l'oublie parfois, le côté humain, à quel point c'est important. Et puis à quel point, justement, juste de jaser. Et puis souvent, bon, j'ai des gens qui m'appellent, moi, ici, bon, pour poser des questions, puis on se met à jaser un peu, puis je sais que ça leur fait du bien. Et puis, juste ça. Puis, bonne journée. Un bon petit sourire. Un sourire amène tellement de plaisir à quelqu'un. Oui. Tu sais, quand tu t'en vas à quelque part, puis moi, j'ai toujours dit, on avance plus qu'avec un sourire qu'avec un air de bœuf. Ça, c'est clair et net. Oui, exactement. Et puis, si justement, on veut s'impliquer ou avoir des services, comment on fait pour vous rejoindre? Vous pouvez m'appeler au 819-986-7470, poste 322. On va le noter en bas en écran. Et puis, sinon, par courriel à solidarité de l'ange gardien à commercial outlook.com. Et en terminant, on veut rajouter? Oui, j'aimerais rajouter aussi que actuellement, nous avons ouvert un poste de coordonnatrice ou de coordonnateur d'un poste de 35 heures semaine. Donc, on sommes à la recherche aussi. Si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours contacter, là, soit par courriel, nous envoyer votre CV ou votre lettre, ou vous pouvez me contacter aussi par téléphone. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions aussi. Ben oui, absolument. Donc, ça serait vraiment grandement intéressant et le fun d'avoir une belle équipe qui se cause aussi, là. Puis Dieu sait que aujourd'hui, le recrutement, autant de bénévoles, on en parlait, c'est difficile. Autant d'employés aussi, ça peut être difficile. Oui. Donc, on vous souhaite de trouver la personne la plus merveilleuse que vous avez besoin. Merci. Et puis, merci beaucoup, Annick Gascon, directrice générale de Solidarité de l'Ange Gardien, d'avoir été avec nous. Et puis, on va se reparler d'ici probablement à la fin de la saison. Merci beaucoup. Merci. Une récente étude avançait un chiffre assez alarmant au niveau des maladies neurocognitives, dont on connaît bien sûr l'Alzheimer. Et on parlait de 187% d'augmentation du côté de la population en général. Donc, on va en parler maintenant avec Anne Villeneuve, directrice générale de la Société Alzheimer Outaouais. Bonjour, Madame Villeneuve. Bonjour, Monsieur Caron. Donc, c'est un chiffre qui peut sembler vraiment alarmant quand on dit 187% de plus d'ici 2050. Est-ce qu'on a une explication à ce chiffre qui peut sembler vraiment déroutant pour certains? Mais c'est absolument déroutant et inquiétant de penser que d'ici 2050, il va y avoir cette augmentation-là qui est fulgurante.
Entre autres, ce qui peut expliquer ça, c'est le vieillissement de la population. Mhm. Ça fait partie des facteurs de risque qui sont non modifiables et pour lesquels, c'est ça, inévitablement, avec le vieillissement de la population, avec les baby boomers, il va y avoir une augmentation. On fait aussi plus de diagnostics, on fait de l'intervention plus Mhm. précoce aussi. Et il y a une nouveauté d'ailleurs qui ressort dans cette étude-là, c'est au niveau des différentes communautés. Euh, il y a une proportion plus importante des gens qui seront touchés par les troubles neurocognitifs au niveau des différentes communautés à travers le Canada. Mhm. Quand on parle de maladies neurocognitives, on va faire un peu de sémantique maintenant parce que c'est vraiment important de décortiquer les termes qu'on utilise. On parle souvent, quand on parle de maladies neurocognitives, de démence. Euh, j'ai l'impression que c'est un terme qui nous vient d'un temps passé. Démence, démon, il est pris du démon, un genre de fond judéo-chrétien qui reste. On parle d'Alzheimer, mais on parle d'autres aussi maladies qui existent. Est-ce que, justement, la démence est une maladie? Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Parce que c'est un terme qu'on entend souvent, encore une fois, de nos jours. Oui, c'est un terme qui est encore utilisé, qui tend à disparaître au niveau francophone. On l'entend encore beaucoup au niveau anglophone. Au Mhm. niveau francophone, vous l'avez dit, c'est très péjoratif, le terme Oui. démence. C'est pas ce que l'on souhaite. Il a été changé il y a quelques années au niveau médical pour le terme trouble neurocognitif, léger ou majeur. Mhm. Et au niveau des troubles neurocognitifs, ça regroupe vraiment près d'une cinquantaine de maladies, dont la maladie d'Alzheimer est la plus fréquente. En termes d'environ 65% des personnes qui ont un trouble neurocognitif, c'est la maladie d'Alzheimer. Et quand on dit trouble neurocognitif, c'est une espèce de terme parapluie pour Mhm. regrouper tous ces troubles-là. Alors, on a la maladie d'Alzheimer, je l'ai dit, qui est la plus fréquente. On a maladie frontotemporale, maladie vasculaire, maladie corps de Lewy, euh, si ce n'est que pour en nommer quelques-unes, vraiment qui sont celles qu'on va voir le plus fréquemment. Mais c'est un peu comme le cancer. Le cancer, c'est une maladie où il y a plusieurs types de cancer. Mhm. Même Oui. principe avec les troubles neurocognitifs. Il y en a plusieurs types et il n'y a pas les mêmes effets chez les gens au niveau des maladies. Et à la Société Mhm. Alzheimer, justement, on accueille tous les troubles neurocognitifs. Mhm. Vous parliez aussi, bon, dans cette étude-là, il y a au niveau de la population autochtone. Et la population autochtone, si on regarde le chiffre direct, on parle de plus de 200% d'augmentation, toujours dans la même période pour les 25 prochaines années. Pourquoi est-ce que la population autochtone a une surreprésentation euh, dans cette étude-là? Parce qu'on se dit, bon, est-ce qu'ils ont une prédominance à l'avoir? Est-ce qu'il y a un gène en particulier au niveau de la population autochtone? Comment est-ce qu'on peut expliquer ce chiffre-là? Ben, tout d'abord, au niveau de la population autochtone, ben, ils vont vieillir comme nous, c'est le même Mhm. principe. Alors, il y a le vieillissement de la population, mais ça pourrait être aussi attribuable justement au taux plus élevé de facteurs de risque qui sont modifiables, auxquels les populations autochtones euh, sont ça influence fortement, disons, Mhm. le mode de vie, puis le contexte socio-économique dans lequel Mhm. ils vivent. Alors, on parle de diabète, niveau d'éducation, hypertension, tabagisme, consommation d'alcool, traumatisme infantile, blessure à la tête. Ce sont des Hmm. éléments, des facteurs de risque qui nous amènent à développer un trouble neurocognitif, mais qui peuvent toucher justement certaines populations plus que d'autres. Il y a aussi le fait que l'accès n'est pas nécessairement toujours évident Hmm. à Aux des soins de soins de santé. santé et l'accès aux soins de santé de façon précoce, mais aussi tout au long de notre vie. euh, Quand on n'a pas les mêmes, à chance égale, Hmm. on risque de développer peut-être un peu moins de problèmes de santé, mais on sait très bien qu'avec toutes les déterminants de santé, les facteurs de risque comme ceux-là, on voit une plus grande prédominance de troubles neurocognitifs au cours des prochaines années chez les populations autochtones. Alors, Vous ce avez, sera à nous de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour justement les accompagner dans ce sens-là. Mhm. Vous avez mentionné aussi un peu plus tôt qu'à la Société Alzheimer, vous vous occupez aussi des autres maladies neurocognitives. Donc, oui, on parle évidemment avec une prédominance de l'Alzheimer, mais vous offrez des services aux autres
patients qui sont affectés par d'autres maladies neurocognitives. Et c'est bien de le mentionner. Donc, comment est-ce que vous faites, on en a parlé pour l'ensemble des gens, de réussir à trouver des programmes d'aide et qui sont adaptés à chaque maladie et à chaque patient aussi? Oui, bien, justement, c'est ça, on adapte notre approche aux gens. Comme j'ai dit tantôt, quand on rencontre une personne qui a un trouble neurocognitif, on n'en a rencontré qu'une seule. Mhm. Alors, c'est à nous de s'adapter de ce côté-là. Alors que la personne a un diagnostic de maladie d'Alzheimer ou de maladie corps de Lewy, notre approche va être adaptée, entre autres, par exemple, dans le temps de réponse, le délai de réponse qu'on va donner à la personne avant de répéter la question, parce que on peut savoir que quelqu'un avec, par exemple, une maladie corps de Lewy, ça peut lui prendre un certain temps de plus au niveau de l'analyse de l'information et à nous répondre. Alors, ce qu'on a à faire à ce moment-là, c'est simplement compter des Mississippi. On appelle ça comme ça. Alors, on va compter un Mississippi, deux Mississippi. On va aller comme à 5 Mississippi. Alors qu'une personne avec la maladie d'Alzheimer, ça va peut-être y prendre un petit peu moins de temps de réponse. Alors, on adapte nos interventions. On accompagne les familles dans le fait d'adapter leurs interventions. Chez une personne qui a une maladie frontotemporale, il va y avoir une perte d'inhibition, difficulté au niveau du langage. Bien, notre intervention est un petit peu différente qu'avec des troubles de mémoire qui vont arriver assez tôt dans une progression de maladie. D'accord. Alors, c'est en connaissant bien tous les troubles neurocognitifs, mais je dis tout, vous comprendrez quand certaines familles nous arrivent et que c'est des troubles neurocognitifs qu'on voit moins souvent, on va faire nos recherches, on va faire nos devoirs, Mhm. comme des raisons. Évidemment. Mais en général, pour ceux qu'on voit fréquemment, mais c'est d'accompagner les familles selon les spécificités et de la maladie, mais aussi des intérêts de la personne. Mhm. Quand on est diagnostiqué avec soit l'Alzheimer ou une autre maladie neurocognitive, bien sûr, on a la réaction initiale du patient qui se dit oh, dans quoi je m'embarque. Il y a aussi les familles. On en a parlé, vous en avez mentionné. Les familles, vous les accompagnez également parce que c'est eux qui vont avoir à aider la personne à passer au travers. Malheureusement, on n'en guérit pas de l'Alzheimer, mais Non. qui va devoir aider la personne qui est atteinte. Comment les familles vont réagir à ça, à ce diagnostic-là? Ça dépend vraiment des familles. Ça dépend aussi à quel stade de la maladie, l'âge de la Mm. personne qui reçoit le diagnostic, ça varie beaucoup. Et les réactions varient aussi selon le lien que l'on a avec une personne. Quand c'est notre conjoint versus notre sœur versus notre parent versus notre enfant, qui peut aussi recevoir un diagnostic Mm. de trouble neurocognitif, ça peut être vraiment différentes personnes dans la famille. En général, c'est la peur qui nous habite, la peur de Mm. l'inconnu. Alors, Évidemment. l'importance de s'informer juste pour ce qu'on veut savoir, qu'est-ce qui nous fait peur. L'importance aussi de conserver des liens, de justement venir travailler là-dessus, diminuer les risques d'épuisement aussi. Ça, Mhm. c'est essentiel à ce niveau-là. Et puis, quand on sait qu'est-ce qui nous attend dans une certaine mesure, ça peut justement nous aider à nous préparer. Et ça, c'est essentiel tant pour la personne qui reçoit le diagnostic que pour les personnes proches aidantes. Les personnes proches aidantes vont jouer un rôle essentiel au cours du cheminement de la maladie, un rôle qu'ils vont déterminer eux-mêmes. C'est pas tous les proches aidants qui vont avoir les mêmes rôles dans une famille. Chacun y va avec ses forces et ça, c'est important de respecter ça. Et nous, dans notre rôle, ben, c'est justement de cheminer avec les gens pour ce qu'ils veulent faire, l'implication qu'ils ont d'avoir, la relation qu'ils ont avec la personne qui a un diagnostic. Et malheureusement, la peur qu'on entend le plus fréquemment, c'est qu'ils ont peur d'être oubliés, que la personne qu'ils aiment les oublie. Et on travaille souvent sur le fait que c'est pas nécessairement des oublis, mais c'est de la non-reconnaissance aussi. Parce qu'on va reconnaître la voix, on va reconnaître le toucher, on va la voir, elle va avoir un regard rassurant. On sera peut-être pas en mesure de la nommer. La personne qui vient avec le diagnostic sera peut-être pas Mhm. en mesure de dire, ah, c'est Anne, ma Ah oui. fille. Mais il va peut-être dire, ah oui, ah, toi, j'ai ri quand t'es venu l'autre fois, ou ah, toi, t'es fine.
Toi, je t'aime. T'as du bon sens. Ou quand on la touche, on lui parle, mais là, le son de notre voix va être apaisant. Puis il va y avoir un contact qui va être différent, certes, qui ne sera pas nécessairement le même qu'auparavant, auquel on doit s'habituer, mais il peut toujours rester un contact significatif. Et notre fondatrice, Yolande Gravel, dit toujours, le cœur ne fait pas d'Alzheimer. Alors, dans cette perspective-là, il faut toujours penser que même si c'est difficile de conserver des liens, de conserver une relation, va nous aider à passer au travers. Et puis, il faut prendre ça une chose à la fois. Mhm. Et les gens qui auraient besoin de vos services, de vos conseils et qui voudraient vous contacter, le moyen le plus facile, c'est quoi? C'est par téléphone. Vraiment nous appeler au 819-777-4232 et on offre vraiment une gamme de services où on chemine tout au long de la maladie avec la personne qui veut qu'un diagnostic ainsi que ses proches aidants, soutien, information, rencontres individuelles, rencontres familiales. On a du répit à domicile, du répit en centre de jour aussi. On offre aussi des groupes de soutien, de la formation pour les personnes proches aidantes, des groupes de soutien pour les personnes qui vivent avec un diagnostic, la formation professionnelle. Vraiment, c'est une gamme de services qui nous accompagne tout au long de notre parcours de proche aidant ou encore en ayant un diagnostic. Et c'est important de ne pas hésiter d'aller chercher de l'aide, de briser l'isolement qui se crée souvent lors d'un Oui. diagnostic. Alors, c'est important d'aller chercher de l'aide. Et puis, on accompagne au rythme de chacune des personnes. C'est à eux de décider quel est le rythme de l'accompagnement. Et nous, on y va avec ça, puis on prend ça une chose à la fois, un jour à la fois, comme de raison. Évidemment. Merci beaucoup, j'allais dire, à la Société Alzheimer d'exister pour ces familles et aussi les personnes qui sont atteintes de ces maladies neurocognitives parce que c'est tout un cheminement, vous l'avez dit. Et puis, Oui. merci encore d'être là et de donner tous ces services-là. Je suis sûr que tout le monde qui a affaire avec vos services sont du même avis. Merci encore une fois d'avoir été là, Madame Anne Villeneuve, directrice générale de la Société Alzheimer Outaouais. Merci. Je transmets le message à toute notre équipe extraordinaire et aux bénévoles qui nous accompagnent à tous les jours. Merci d'avoir été des nôtres pour cette édition du mardi 12 mars de Studio Libre. J'aimerais remercier mes invités. Tout d'abord, Anne Villeneuve, directrice générale de la Société Alzheimer de l'Outaouais, et aussi Annick Gascon, directrice générale de Solidarité de l'Ange Gardien. Et donc, j'aimerais vous rappeler aussi que toutes nos émissions sont disponibles sur notre chaîne YouTube et il y a aussi notre page Facebook qui est disponible. Tout ça au nom de TVC Basse-Lièvre. Vous pouvez nous trouver assez facilement. Et on se revoit, nous, jeudi, pour un autre Studio Libre.